Alors, je me présente en rapide, en quelques mots. Moi, je suis Gilles Saint-Balista, donc je suis dans le groupe CGI depuis près de 2 ans, si on considère le fait que avant j'étais chez Humanis et qu'on a été racheté par CGI. Plus sérieusement, ça fait 25 ans que je suis dans la data science et l'IA, et j'ai commencé mes premières armes à la Redoute en faisant mes travaux de recherche en industrie, donc chez les pros. Ce que je souhaitais vous proposer, vous présenter aujourd'hui, c'est une approche qui a été développée il y a quelque temps par mes équipes, qui était dans l'idée de savoir est-ce qu'on peut utiliser les publications, les historiques des publications, pour pouvoir prévoir l'engagement qu'elles vont générer. L'engagement étant, basiquement, on pourrait dire que c'est, dans une première approche, le nombre de likes, de partages, de commentaires, de retweets, bref, tous ces phénomènes qui permettent de dire qu'une publication génère une réaction. Alors pour cette première idée, je vais vous raconter l'histoire. Comment c'est arrivé, comment on s'est concrètement posé la question, et surtout comment on a résolu le problème. Alors ça vient d'un constat lors d'ateliers chez des clients assez classiques, que je ne vais pas citer, mais je pense que vous allez les reconnaître. Un constat tout simple, hein, et je vous adresse le point. Selon vous, quel est… Ah, je sais ce que je vais faire, excusez-moi, ça va me gêner le mode présentateur, là. Zut, tac, est-ce que ça marche mieux du coup? Non plus. C'est pas grave. Je continue. Selon vous, quelle est la publication, celle de gauche ou de droite, qui a le mieux fonctionné, en fait? C'est ça le débat, la question s'est posée de là. Alors, je vais pas, on n'est pas nombreux, hein, vous pourriez activer vos micros en me disant droite-gauche, hein, mais vous allez voir qu'à mon avis, ça va faire du 50-50, par expérience, je vous le dis. Et la question qui se pose derrière, donc on peut faire l'exercice si vous le souhaitez, hein, mais faites-moi confiance, ça fait 50-50. C'est bien là qu'est le problème. Et quand on pose la deuxième question, celle que je vais vous adresser maintenant, c'est encore pire. Pourquoi? Si vous me dites à droite, pourquoi? Voilà. La vraie question qui est cachée derrière, y a-t-il des critères objectifs dans ce que vous voyez qui nous permettent de prédéterminer que telle publication va être plus ou moins génératrice de réactions? En fait, c'est ça la question. Alors, je continue le débat. Alors là, l'effet, il va être raté, mais ce n'est pas très, très, très grave. Je vais vous l'enlever. Eh bien, chez une société de fast-food que je ne citerai pas, lors d'un atelier, j'ai été amené à leur poser la même question sur des publications sur Facebook. Et je leur ai demandé, selon vous, quelles sont celles qui ont le mieux marché? Donc là, on parle de l'image. On ne parle pas du texte, on parle de l'image. Et puis, pareil, pas très clair, pas très objectif. Alors que si on fait l'exercice de trier ceux qui ont eu réellement un impact et ceux qui n'en ont vraiment pas eu, vous allez voir que la différence est assez fondamentale. On est à plusieurs milliers sur la partie gauche et quelques dizaines sur la partie droite. Donc l'écart est énorme en termes de réaction. Ce que vous voyez, c'est le nombre de likes, tout simplement. Et puis, si vous êtes un peu plus attentif, vous allez remarquer qu'il y a quand même un sacré point commun dans la partie gauche, quand même. C'est là que l'inspiration est arrivée, en se disant, tiens, il y a quand même un code. Alors, ce qu'on voit, hein, il y a un fond noir, par exemple. Hein. Il y a aussi quelque chose qui est évident, qui vient du marketing traditionnel. C'est pourquoi je vous ai dit que je venais de la vente à distance. On voit le produit. Oui, c'est une règle de base, hein, sur la partie gauche. Hein. Quand vous vendez quelque chose, il faut le montrer. Donc, c'est ce que semble démontrer, hein, cette première approche, de dire, tiens, il y a peut-être des phénomènes ou des ingrédients dans les images, dans les textes, qui nous permettraient peut-être d'estimer ou d'approcher la réaction avant la parution. Donc, c'est bien ça l'idée de l'intentionnality, hein, puisque c'est ainsi que je l'ai appelé. L'idée, c'est d'essayer de détecter dans les parutions, dans ses propres parutions, mais aussi dans celles de nos concurrents, quels sont les meilleurs ingrédients qui vont générer le plus de réactions. Et je vais vous expliquer pourquoi on a fait ce raisonnement-là, suite à la parution de tel ou tel type de communication et spécifiquement quelle publication. On va le voir en détail juste après. En résumé rapide, hein, ce que je voulais vraiment faire, c'est de se dire, est-ce que je suis capable de prévoir l'impact d'une publication avant sa parution? Ça, je vous l'ai déjà dit, c'est le titre. Mais un deuxième effet qui est important dans mon métier, puisque c'était une contrainte, je dois aussi être capable, lors de la création de cette publication, donc en temps réel, lui dire, c'est quoi les axes prioritaires d'amélioration?
Donc, par exemple, un community manager est en train de rédiger une offre de parfum. Il met son image, il clique sur évalue-moi ma publication et va lui dire, bah, écoute, rajoute-moi un flou, enlève-moi ces hashtags, il y a trop de texte, il y a trop de pression commerciale. Voilà le postulat, l'idée de fond, c'était un postulat au départ, hein, on ne savait pas à l'époque si ça allait correctement fonctionner. Voilà le postulat de départ. Et donc, à chaque fois qu'on modifie, bah, c'est quoi le nouvel impact? Vous voyez un peu le jeu qu'on avait créé, hein, pour les community managers, qui n'avait qu'une obsession, c'est d'aller mettre l'aiguille complètement à 100%, évidemment, d'intention générée. Alors, pourquoi on est parti de l'intention? Ça, je vais vous l'expliquer très brièvement. L'intention, pourquoi? Ben parce que il y a un mythe de dire on est capable de récupérer les informations sur les réseaux sociaux de n'importe qui, de les agréger avec mon fichier client et puis, par exemple, de probabiliser en fonction des messages qu'il a reçus le fait qu'il va commander. Bah oui, tout ça c'est bien en théorie, sauf que la réconciliation d'identité entre l'univers Facebook et mon univers interne d'entreprise, mes bases de données internes, eh bien c'est pas toujours possible et des fois ça ne l'est pas du tout. En revanche, tous les acheteurs ont eu un point commun identique à un instant T, c'est l'intention de le faire. Et donc, notre postulat, c'est de se dire, peut-on maximiser l'intention de faire quelque chose, quel qu'il soit? Donc, c'est bien un outil générique, hein, qu'on a développé. Et là, vous avez le résumé en une seule slide. En fait, en réalité, on essaie de synchroniser deux intentions. La première, c'est l'intention de l'émetteur. C'est la théorie du langage, hein, ça ne vient pas de moi. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, c'est L'Oréal. Donc, ils ont publié ce type d'offre, hein, avec une intention. L'intention, c'est de vendre certainement le mascara qui est à gauche, hein. Ça, c'est l'intention initiale. Je vous attire votre attention qu'il n'y a pas que ce type d'intention dans le marketing. On peut très bien générer des posts qui vont créer des ambassadeurs de la marque. On peut créer des posts qui vont créer ou travailler la notoriété de l'enseigne. Les intentions sont très variées. Cette intention, elle est traduite. Elle est traduite avec ce que nous, humains, nous utilisons. C'est l'image, le texte, la vidéo, le son. Donc, c'est une traduction. Donc, on perd au vol, évidemment, hein. C'est exactement ce que je propose. On remarque aussi qu'il y a des nouveaux langages qui apparaissent, comme les smileys, comme les hashtags, hein, comme plein d'autres signes qu'on va voir tout à l'heure qui sont dignes d'intérêt également. Et puis derrière, le bac d'en bas, c'est l'audience, et donc c'est la perception de ce message qui est émis. Et donc de là, dans les commentaires plus particulièrement, on va pouvoir identifier un certain nombre d'intentions. Donc là, l'intention de base qu'on a pris, hein, vous le comprendrez, c'est finalement la réaction que ça va générer. Donc, c'est une variable à peu près composite, on va dire, de j'aime, je commande de manière positive et je m'engage aussi parce que je partage et je repartage sur mon propre compte, ce qui est un engagement différent qu'un simple like. Donc, la première intention que nous avons travaillée, c'est simplement maximiser le nombre de j'aime, de commentaires et de partages de manière consolidée. Pour faire simple, ce n'est pas la peine de rentrer dans la technique, ça n'a aucun intérêt. En revanche, dans le cas où il y a beaucoup de commentaires, hein, une marque comme L'Oréal a énormément de réactions et de commentaires, eh bien, on oublie parfois de s'investir et d'analyser les commentaires qui sont extrêmement précieux, parce que c'est là qu'on va détecter aussi d'autres intentions. Par exemple, une suggestion de couleur qui pourrait alimenter, je ne sais pas, l'équipe de création de manière basique de certains produits. Une intention de test. Donc ça aussi, c'est la notion d'ambassadeur, hein, qui est très intéressant, parce qu'on peut aller identifier et fabriquer des campagnes de parrainage, par exemple, dans ce cas-là. Il y a aussi des gens qui sont force de proposition sur des innovations produits. Bref, il y a un certain nombre de choses qu'on peut capter dans les commentaires, et de la même manière que pour avoir la première intention que je vous ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire finalement la somme des réactions, on peut être beaucoup plus fin en générant des posts qui vont, par exemple, augmenter la capacité à générer des ambassadeurs. Tout le sujet est là. Alors, c'était vraiment l'idée théorique de départ. Eh bien, on l'a fait. On a monté ce moteur. C'est un moteur, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas des grands, comment dirais-je, une généralité sur quels sont les bons ingrédients d'une manière générale pour faire des posts. Non, c'est quel post je dois faire, moi, L'Oréal, moi, Laura Merlin, moi, X ou Y, à cet instant T, dans le temps. Donc, c'est bien tributaire de tous les paramètres d'un contexte temporel et du client lui-même. Alors, on va ouvrir un petit peu plus le capot pour voir qu'est-ce qu'on va aller capter précisément dans une annonce pour pouvoir essayer d'expliquer, de probabiliser les intentions que ça va générer.
Alors, j'ai fait exprès, hein, l'outil est générique, vous l'avez compris, il marche quel que soit le secteur d'activité, à une nuance près. On va le voir ici. Donc, typiquement, sur un poste de Leroy Merlin, eh bien, voilà ce qu'on va analyser. Il y a une première partie des données. Je commence par la partie en haut à gauche, ce que j'appelle l'analyse du texte. Bien évidemment, on a aspiré, on a récupéré l'ensemble de l'historique des annonces. Donc, on a un historique de 4 ans, en l'occurrence, en fonction des marques. Et donc, il y a une date de publication, évidemment, hein, des phénomènes de saisonnalité. Un petit exemple, hein, les chauffages ont une saisonnalité, on le sent en ce moment d'ailleurs, et puis au même titre que les climatiseurs ont une saisonnalité un peu différente. Alors, il y a un traditionnel qu'on voit dans la littérature, c'est la notion de sentiment. Est-ce que ma sémantique, ma manière d'écrire est plutôt négative ou positive? Ça reste très basique, hein, on peut aller bien plus loin dans les sentiments qu'on peut exprimer et dans l'intention qu'on peut y mettre. On utilise des linguistes d'ailleurs pour faire ça. On parle du produit, on détecte le produit, on peut détecter une URL, on peut détecter également des smileys. On a créé un langage spécial des smileys d'ailleurs. On voit aussi que le texte est un peu long, donc on a calculé aussi un temps de lecture moyen, hein, c'est 3 secondes le temps de lecture d'un post pour quelqu'un qui n'a pas d'intérêt spécifique à la marque. Donc c'est pas la mettre de mettre une tartine, il va s'arrêter aux 2 premières lignes. Et bien entendu, il y a le poids de l'image, hein, pour la petite histoire. La première idée était de se baser que sur le texte, ça ne marchait pas du tout. C'est en combinant l'analyse détaillée du texte simultanée avec l'analyse de l'image, qui est la partie droite de ce que vous voyez à l'écran, où on va décomposer tous les ingrédients de l'image et d'en déterminer un impact sur l'engagement ou la variable que l'on souhaite à probabiliser ou à optimiser. Dans le cas que j'évoquais tout à l'heure, c'était l'intention. Donc, vous voyez de manière très basique, hein, c'est une illustration, hein, que typiquement, ces objets contribuent ou pas à l'intention que ça va générer, basée sur un historique de moi et de mes concurrents sur 4 années. La petite nuance, c'est que Leroy Merlin est un généraliste. Et donc, à ce titre, les produits sont divers et variés et ils héritent de conditions de vente, de saisonnalité, de type de vente un peu différents et des ingrédients différents. Donc, pour parfaire ce projet chez Leroy Merlin, il faudrait travailler par gamme produit, par exemple. C'est beaucoup plus efficace. En revanche, ce qu'on va s'apercevoir, c'est qu'il y a 2 univers où ça marche très, 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 très bien. Et là, je ne donnerai pas les résultats puisque c'est confidentiel, mais sur la partie cosmétique et sur la partie voyage, où le poids de l'image est extrêmement important, cumulé avec le texte, l'efficacité est, allez, on va dire, très efficace, on va dire très performante, on va le dire. Le principe, je le répète, hein, c'est une interface, c'est un produit qu'on a développé spécifiquement, donc il faudrait le retravailler aujourd'hui si on devait le refaire, hein, mais globalement, le concept et l'outil existent. Donc, je conçois ma publication, j'évalue autant de fois que je veux, c'est un petit peu le modèle économique du produit d'ailleurs, sa performance. Hein. Sur la partie un peu plus en bas à droite, je consulte les levées majeures d'optimisation. Donc, dans l'ordre, il va vous donner, le moteur, des consignes pour améliorer le post que vous êtes en train de rédiger. Et à ce titre, on a hérité d'une fonctionnalité toute simple, c'est je pars de zéro, il peut aussi m'inspirer, c'est un des problèmes des community managers, hein, tellement ils produisent, en français et en anglais d'ailleurs, en multilinguisme, ils ont une charge telle qu'ils n'ont pas tellement le temps, si vous voulez, d'avoir énormément d'inspiration. Donc, ils font souvent, ils sont assez chargés, et donc les aider à les inspirer, c'était aussi une piste intéressante, mais ce n'était pas l'objet de l'outil. Et enfin, une fois que je suis satisfait, je programme ou je publie directement sur Facebook. Pour la petite histoire, le moteur étant générique, ça fonctionne également sur Instagram, sur Twitter, sous réserve de récupérer les données initiales, bien sûr. Et ça fonctionne aussi, c'est une particularité de l'outil, en anglais et en français, ce qui n'est pas un détail, en fait, pour ceux qui connaissent, puisque l'analyse du langage n'est pas le même dans les textes, s'il est en anglais ou en français. Alors, on va aller regarder des résultats concrets. On l'a utilisé sur plusieurs marques de cosmétiques dans le cadre de différents projets. On va voir de manière très, très concrète comment le moteur tourne sur un cas concret. Alors, on va commencer par le premier slide, qui est un slide de synthèse. Il y a beaucoup de texte, mais simplement, c'est l'esprit qu'il faut reconnaître. Sur Azzaro et ses concurrents, d'ailleurs, hein, on a analysé dans un premier temps les termes et les expressions, c'est-à-dire uniquement la partie texte. Ce que vous voyez à l'écran, sur les généralités, finalement, c'est les mots, les expressions, les registres sémantiques aussi. On ne le voit pas à l'écran, mais il y a un combinatoire, des expressions un peu plus abouties qui sont utilisées
pas dans cette version-là, mais globalement, on va les détecter, ce qui apporte un plus ou un moins, on voit bien, barre bleue, barre rouge, dans la publication. Donc, on a intérêt à taper dans ces mots, c'est plutôt là qu'on va faire, en tout cas, on ne va pas trop prendre de risques sur la réaction vis-à-vis de l'audience par rapport aux dernières publications. Ce que vous voyez en bas à gauche, c'est ce qu'on pourrait appeler des signaux faibles. C'est des ingrédients, je vais les appeler comme ça, dans les textes ou des expressions, des formulations qui ont été utilisées peu de fois, mais quand ils ont été utilisés, ça a fait un carnage, en tout cas a priori. Et donc, on les met en observation et ça vaut le coup peut-être de les retester. Donc, c'est les signaux faibles que l'on peut, enfin, c'est une manière de, c'est une vulgarisation des signaux faibles, c'est pas tout à fait ça, mais une singularité en tout cas qui nous permet aussi d'aller tester et de ne pas converger vers quelque chose qui ressemble toujours à la même chose, parce que c'est un peu ça le risque. Eh bien, on l'alimente avec ces singularités pour qu'il puisse aller explorer d'autres pistes. Alors, on peut le faire également en synthèse. Hein. Grosso modo, il y a facilement, on arrive à déterminer une famille des tops des expressions. Donc, on les voit sur la partie gauche. Et ça s'oppose à la partie droite, où ce sont plutôt des flops. Alors, dans le cas de Zazaro, eh bien, c'est simple. La première chose que l'on s'aperçoit, c'est la nécessité de voir le produit. Vous allez le voir, hein, c'est exprimé avec des langages du moteur, mais on va le voir très très bien. La première chose importante pardon, je vais reculer, excusez-moi. Voilà. Vous le voyez sur la composante image, le premier vocable qui ressort, qui est un mot générique, hein, qui regroupe le mot récipient, il signifie simplement que la visibilité du produit est importante. Je vous attire votre attention sur les pubs mass média du parfum. Observez les dernières images, notamment chez Azzaro. Ça vient de cette étude également. C'est que la surface à l'écran du produit, sur la dernière image, vous allez voir, c'est à peu près les 3/4. Donc, la question est, il faut voir le produit. Ça paraît être trivial, mais n'oublions pas que quand on est Azzaro et qu'on met un costard, par exemple, ou une égérie, eh bien, ça va une efficacité moins forte que montrer le produit. Voilà. Ce n'est pas le cas chez Kenzo. Ça prouve bien que c'est un moteur qui s'adapte en fonction du contexte dans lequel on est. Chez Kenzo, qui fait des montres et qui fait des costards, eh bien, il va lui trouver par contre que c'est un axe aussi intéressant à analyser dans les usages comme ingrédient qui génère de la réaction positive par rapport à mes publications. Au même titre que si on regarde à l'opposé, on verra que la notion de personnage ou d'individu chez Azzaro, ce n'est pas vraiment un coup gagnant. Donc, si on le regarde de manière synthétique, on va s'apercevoir, et on voit bien que ça multiplie les marques. Hein. Je suis chez Azzaro et je montre des marques de Paco Rabanne, par exemple. Il y a 1 Million qui est un carton. Hein. On va creuser après le détail hein, et pourquoi c'est un carton. Mais grosso modo, d'un premier constat, ce qu'on voit, c'est que l'univers où on voit le produit de manière détourée, un peu épuré autour, ou avec du flou autour, bref, où il est mis en avant, c'est plutôt un succès par rapport, vous voyez, l'illustration est forte ici, dans l'obscurité un peu noire, où on voit des personnages, connus ou pas connus, l'impact est plutôt négatif. Encore une fois, ce n'est pas le cas si on l'appliquait chez Kenzo. Alors, on va regarder justement de manière un peu plus consolidée, puisque ce qu'on a réussi à faire derrière, c'est en extraire finalement des axes et des ambiances générales de la publication. Donc, typiquement, on a un axe, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la visibilité du produit qui s'oppose, en tout cas dans l'analyse qu'on en a faite sur ce cas précis, aux humains, à la présence d'humains. Vous voyez les illustrations, avec un petit nuage de mots pour essayer de bien comprendre, mais on voit bien que c'est ce qui va opposer les familles de publications en deux, d'un côté où on voit les produits, d'un côté où on voit les humains. Voilà. C'est ça ce qui s'oppose. On a d'autres axes, je les ai illustrés ici. Un axe intéressant, c'est celui qui est en bas à gauche, c'est ce que j'appelais l'axe timing ou temps, c'est la visibilité du temps. Eh bien, figurez-vous que chez Air France, parce que ça fonctionne aussi chez Air France, chez les publications d'Air France, les publications qui sont systématiquement repoussées, c'est quand on voit une montre, on voit Big Ben, on voit une horloge. Et ben oui, pourquoi? Parce que si vous prenez l'avion, votre angoisse, c'est de le rater, c'est le temps le problème. Donc, il ne faut pas me le rappeler. Alors, c'est peut-être intuitif, en tout cas, c'est une réalité constatée statistiquement. Si je mets de la montre chez Air France, c'est pas bon. C'est pas très très bon en tout cas. Si je mets de la montre chez Kenzo, oui, ça l'est. C'est pour ça que ça dépend vraiment du contexte et de la marque sur laquelle on travaille. On a un axe qu'on voit assez classiquement aussi, c'est l'axe business, hein, c'est-à-dire toutes ces publications qui gravitent autour de quelqu'un à Manhattan avec une valise de la femme ou de l'homme business pressé. C'est un peu ça l'idée. Alors du coup, eh bien, ça a été assez simple une fois qu'on a déterminé finalement qu'est-ce qui tire
les grandes familles de bonnes publications, eh bien, on est allé derrière le modéliser, évidemment. Donc, je vais vous le présenter un petit peu plus loin. Voilà. Et donc, on en a déduit, si vous voulez, ou des premiers profils, des premiers groupes de coûts gagnants. Donc, en gros, ça, c'est aussi un autre livrable hein, du produit, c'est qu'il est capable de fabriquer des portraits chinois gagnants dans lequel, en gros, pour un community manager, s'il prend cette fiche, il est à peu près sûr de ne pas trop se planter. Vous remarquez sur le petit graphe en haut à droite, en fait, comment c'est utilisé et à combien de reprises c'est utilisé dans les concurrents. Donc, on voit qui joue quel type de publication de manière globale. Et donc, on voit les coûts gagnants. De toute façon, vous allez les reconnaître. Hein, et là, moi, j'ai appelé ça orfèvrerie et diamantaire parce que c'est tout ce qui fait penser, on le voit aussi dans les publicités mass média, à la transparence, au diamant. On le voit sur les reflets, par exemple, de ce flacon-là. On voit tout ce qui est, évidemment, maroquinerie. On voit un petit peu d'orfèvrerie quelque part ici avec cette manière de présenter le parfum. On voit aussi des bijoux. Bref, c'est tout cet univers. On voit bien du luxe et de l'orfèvrerie qui porte le parfum, qui est un objet quand même de luxe. Hein. Voilà l'idée. Et donc, pour vous montrer concrètement ce que le moteur a permis de générer, voilà. Donc, ce moteur a permis d'assister, hein, c'est pas de générer automatiquement, on n'est pas allé jusque-là quand même, d'assister les community managers. Et voilà les 3 produits qui ont été produits par le moteur pour Azzaro UK à l'époque, donc il y a quelques années maintenant, et qui ont effectivement été raccords sur ce qu'on avait prévu et la réalité. Je ne donnerai pas les chiffres précis pour des raisons évidentes, mais globalement, le moteur avait aidé à co-construire ces publications, elles ont été publiées et les résultats sont conformes par rapport au moment où on les a publiés avec finalement une prévision de 83% de l'engagement que vous voyez à l'écran. Voilà, j'ai été très vite, mais je voulais laisser un peu de place aux questions. Non, une demi-heure, c'est pas mal, c'est plutôt bien. Et donc, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Si vous souhaitez poser les questions, sinon n'hésitez pas à utiliser le chat. Je vais lancer la première. Du coup, si je comprends bien, c'est un produit que vous commercialisez encore aujourd'hui? Non, qu'on est en train de revisiter parce qu'il y a des nouvelles contraintes qui sont apparues, notamment sur la possibilité de récupérer les données des réseaux sociaux de manière publique. Donc, il y a des adaptations à faire. Et c'est un produit que effectivement, on a vendu une première fois, mais qui est la propriété de l'acheteur aujourd'hui. Ah, d'accord, d'accord. Oui, bonjour Patrick Colette. Vous nous présentez des exemples où le produit est utilisé pour plutôt le B2C, donc avec beaucoup de concepts d'image de marque. Est-ce que vous avez aussi des utilisations dans le B2B, où là je pense que les achats sont guidés beaucoup plus par des aspects rationnels, des études économiques? C'était une bonne remarque. Ça n'a pas été expérimenté dans l'univers du B2B aujourd'hui. Mais c'est un sujet intéressant du coup. C'est pas les mêmes codes, hein, c'est évident, tout à fait. Okay. Et comme il est générique, je suis très curieux de voir ce qu'il va donner. Oui, c'est intéressant. On a l'idée de l'utiliser sur nos propres annonces, hein, quand on fait du recrutement, quand on fait, quel que soit le thème. Hein, encore une fois, la variable que l'on cherche à prédire, elle est modulable, elle est générique. Donc, si c'est le nombre de candidats que je vais générer, par exemple, pour une offre de recrutement, ce ne sera pas les mêmes codes. Et effectivement, vous avez raison. D'ailleurs, ce ne sera pas le registre sémantique, ce n'est pas le même non plus. Et les codes dans l'image non plus. Pour créer de la rassurance, par exemple, ou de l'engagement, ne sont pas les mêmes codes. Mais c'est vrai que ce serait un bon domaine d'application, ça, le recrutement. Je ne vous cache pas que ce qui me travaille en ce moment, c'est les vidéos. Donc, c'est appliquer le même type de raisonnement, mais avec 25 images par seconde cette fois-ci. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est que ça a été clair.
Franchement, c'était clair et Je vous entends accessible. pas. Ah, ça y est. Ça y Clair est. et accessible. Bah oui, Merci beaucoup, Anne, quand on j'allais parle. pas ouvrir la technique. Je vais pas vous parler de machine Oui, learning. Voilà. Très, non, mais très bien. c'était très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui? Écoutez, je crois que ça a l'air tout bon. Je vais regarder, il y a eu un commentaire. Non, oui, c'était très clair, merci beaucoup. Merci, Marlène. Très bien, eh bien merci beaucoup en Très tout bien. cas. Merci à Je vous tous en prie. d'avoir été présents. C'était le dernier de l'année, donc nous allons travailler au prochain programme dès le mois de janvier. Et pour tous ceux qui sont abonnés à la newsletter de Numéricam, vous serez informés dès qu'il sera finalisé.